Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Tu vas voir, on se parle vraiment ici. Je m'adresse dans ce partage aux professionnels, aux vignerons intelligents. Intelligents pourquoi? Parce que le vin a 100 000 ans d'histoire et perdure, même dans des situations et des changements extrêmement importants, même quand des civilisations s'effondrent. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence et la clairvoyance de ceux qui aiment vraiment leur vigne, leur vin et leur famille. Et c'est comme ça qu'en fait on arrive à anticiper, parce qu'on le fait pour ses enfants et ses petits-enfants, le futur, et à prendre les bonnes décisions au présent. Alors, pour aller droit au but, est-ce que tu peux compter sur de l'onotourisme? Est-ce que tu peux envisager de faire de belles ventes grâce à l'onotourisme cet été et les étés suivants? Alors, si tu es très engagé déjà en onotourisme, si tu attends avec impatience le retour du public depuis des mois, je comprends ta situation, je comprends ce que tu es en train de mettre en place, mais je dois quand même te partager des informations de bon sens, même si bien sûr je peux me tromper. Donc, tu sais, chacun est libre de son destin vigneron, de sa mission de vigne. Cependant, il est possible de répondre à la question est-ce que l'onotourisme est mort ou pas? Ça dépend dans quel futur, si on parle de futur immédiat ou de futur à long terme. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Ok, alors observe simplement sur ces 2 dernières années les difficultés passées de ceux qui accueillent du public. Avant le Covid, c'était les gilets jaunes, mais regarde un petit peu hors monde du vin, comment ça s'est passé quand tu es un professionnel de l'accueil de public. Et nous, on est juste des professionnels du vin, ce qui est déjà pas mal. Donc comment faire en tant que professionnel du vin pour sécuriser le lavage des verres, par exemple, à l'heure du variant bordelais, pour n'en citer qu'un? Tu vois bien qu'à un moment donné, et là je ne parle pas du pass sanitaire, comment faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour, dans les visites, séparer? Est-ce qu'on va faire une visite pour ceux qui ont reçu l'injection, une visite pour ceux qui ne l'ont pas reçue? À quel moment on va tomber le masque autour du bar? Tu vois? Est-ce qu'on va continuer? Tu sais, quand tu parles fort et que tu adores un vin, tu peux postillonner. Voilà, on est face à toutes ces situations-là. Donc quand tu analyses cette situation, sans enterrer trop vite l'onotourisme, bien sûr, il y aura quelques jolies ventes au domaine cet été avec des clients fidèles, parce que ces clients fidèles qui apprécient la qualité de ton magnifique vin ont vidé leur cave dans ces longs mois de confinement difficiles. Mais durant cette période historique, pour faire des ventes, tu as besoin de quoi? De ventes régulières, de fichiers clients qui se développent exponentiellement, de faire des ventes, que ce soit aussi en France ou à l'étranger, pour faire grossir comme ça de façon importante ton fichier client. En ce moment, tu as d'autres solutions beaucoup plus simples et moins risquées que l'onotourisme. Des solutions évidemment liées à Internet et combinées à une logistique ad hoc France Export. C'est toute l'innovation de la période que nous vivons. Et j'en parle régulièrement ici, et on est spécialisé dans les clubs sur ces questions-là. Donc à l'horizon de 1 ou 2 ans, l'onotourisme, c'est un peu comme les salons, tu vois, c'est un peu sympa, mais ça va rester anecdotique, un peu hasardeux et risqué. Tu ne sais pas jusqu'au dernier moment si ça va être maintenu. Donc tu sais, on dit in vino veritas, même si personne ne détient la vérité absolue, seul le vin le sait. Mais en attendant, pour sécuriser le futur de tes ventes et du coup le futur de tes vignes, on doit être par anticipation, prévoyant et faire appel à ces notions de bon sens. Tu sais, les professionnels que je côtoie, les experts intelligents entre guillemets, te disent clairement que l'onotourisme est accessoire et non prioritaire pour ces 3 prochaines années, et ce jusqu'en 2024, voire 2028. Il y a trop de dangers, trop de poursuites judiciaires possibles en cas de cas contact, en cas de, tu vois, de anneau pour un verre mal lavé. Tu sais, maintenant, on est dans un système assez bizarre. Bref, je ne veux pas tout détailler ici. Il y a carrément trop de dangers aussi pour ton personnel, pour ton chai. Imagine que suite à un cas contact, tu sois obligé de désinfecter chimiquement tout ton chai alors que tu es dans une démarche bio ou biodynamie. Tu vois, c'est clairement trop risqué et ces risques sont inutiles après cette période de gel. Après ces longs mois difficiles, on n'a pas besoin de ça. Et en même temps,
Dans les touristes, si tu ouvres ta dégustation, tu peux avoir aussi beaucoup de gens qui ont les poches vides, malheureusement. Et ça va te bloquer beaucoup de week-ends, ça va te bloquer beaucoup de temps juste pour tenir une buvette. Pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie assurée, alors que après tout ce qui s'est passé, après le gel, après le Covid, tu le vois, je le dis à longueur de vidéo, il est plus que urgent de valoriser son stock, de restructurer sa commercialisation, de changer de façon de commercialiser ses vins et de sécuriser le futur du vignoble pour les années qui viennent en utilisant plus et mieux Internet. Après, en 2024 et surtout après 2028, le no-tourisme sera florissant, c'est sûr, car la ruralité aura radicalement changé et beaucoup de villes se seront vidées au profit des campagnes. Regarde tous les grands experts du futur te le prédire depuis des années. Mais entre-temps, prends exemple sur 2020, évite de trop compter sur le no-tourisme pour redéployer ta commercialisation. C'est un peu une voie de garage à court terme. Ça va te gaspiller du temps pour rien, tu vois. Et après, du coup, ça t'oblige à vendre le reste de ta production en vrac. C'est pas équilibré, un peu de no-tourisme et beaucoup de vrac. Après ce gel, le vrac, ça se passe pas mal. Mais dans les années qui viennent, les experts des pronostics commerciaux aussi te le disent, hein, tu vas voir que au niveau du vrac, il va y avoir des difficultés, et il y en a déjà, au niveau des supermarchés, hein, pour le dire comme ça, que ce soit en France ou à l'international. Beaucoup souffrent déjà, beaucoup vont continuer à souffrir, et du coup l'approvisionnement en vin qui est lié aux gros négoces ou aux coopératives, ben, ça va être de plus en plus restreint. Donc sécuriser le futur d'un vignoble, c'est quoi? C'est ce qui est aussi sécuriser le futur des vignes et du vigneron, hein. C'est tout simplement, quand tu comprends la situation, c'est de saisir que la base, c'est de vendre la majorité de sa production en bouteille, en France bien sûr, mais surtout à l'export. Observe tous ceux qui réussissent, c'est le schéma qu'ils ont choisi. Et la nouveauté, c'est de le faire de plus en plus en direct du domaine, directement aux clients particuliers, même à l'export. Et tu peux garder de l'accueil au vignoble, mais de l'accueil VIP. Et tu complètes ces ventes directes, France et export, en utilisant Internet. Comment? Ben avec une équipe pointue d'importateurs triés sur le volet et que tu as fidélisé qualitativement avec de l'animation Internet aussi. Donc le no-tourisme reste un complément naturel pour l'image de marque et les clients VIP. Un véritable projet de no-tourisme, ben ça inclut forcément à un moment donné un partenariat avec un restaurant, un restaurateur sur place, une formule même éphémère de restauration sur place. J'en ai parlé déjà il y a un an dans le futur de la vente du vin au restaurant. On va te mettre la miniature de cette vidéo ici. Et tu vois, tu peux aller voir cette vidéo. Ce que j'avais, c'était il y a un an, il y a 2 ans, peut-être il y a 2 ans. Tu regardes, bref, tu te fais ta propre opinion. Mais il est clair que beaucoup de restaurateurs sont en difficulté et seront ravis de mettre en place des formules avec toi, que ce soit pour de la restauration éphémère, de la restauration VIP ou autre. Et le no-tourisme qui est florissant, que ce soit en Afrique du Sud, en Californie ou dans le sud de la France, chez Gérard Bertrand, Jean-Claude Masse ou d'autres. D'ailleurs, je veux te recommander le restaurant de Jean-Claude Masse qui est vraiment délicieux, parce qu'évidemment, quand tu vas au bout du concept de l'œnotourisme, tu dois faire très attention à ce qui sort de la cuisine. Il faut que ce soit à la hauteur de tes vins. Bref, tu as compris, sans projet ambitieux à moyen long terme, avec de la restauration et éventuellement des nuitées sur le domaine, bah, beaucoup sont en train de passer à côté de la réelle puissance, de l'expérience qu'est l'œnotourisme dans le futur. Et du coup, bah, en bricolant un peu au présent et avec des faux espoirs, ils perdent un peu du temps. Pareil, bricoler quelques ventes le week-end, c'est bien, mais faire des ventes automatisées sur Internet pendant que tu te relaxes le week-end et même toute la semaine, c'est mieux. Enfin, la semaine, tu es dans les vignes ou dans les chais, mais ça tourne en automatique. Donc déjà, si tu veux, quand tu comprends que la vente directe, que ce soit en France, mais aussi à l'export, avec une bonne logistique, ce que nous développons dans le Club Vin, je te mettrai un lien en description, bah, c'est ce qui est complètement adapté à la demande des marchés, parce que
les wine lovers du monde entier ont aujourd'hui soif de vin authentique, de vin de vigneron, de vin en direct du domaine, avec une livraison sécurisée à domicile. Et la priorité des priorités, ce qui me semble urgent et important aujourd'hui pour sécuriser le futur, c'est de découvrir ces outils, d'automatiser sa prospection, d'automatiser ses ventes, et puis de partir un petit peu en vacances aussi, parce qu'on a tous besoin de souffler après ces mois historiques. Donc, j'ai oublié, je me présente, il faut que je me présente peut-être pour que tu comprennes mieux pourquoi je me permets de te partager tout ceci sur le futur. Donc je m'appelle Galatée Fèvre, ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans et depuis toujours on a un fort tempérament pionnier comme ça, avec une bonne dose de clairvoyance sur le futur dans ma famille. C'est un truc complètement naturel chez nous. Donc bien sûr je peux me tromper, chacun reste libre de son destin, chacun a sa mission de vigne, il n'y a aucun souci. Mais juste brièvement pour te raconter ce qui s'est passé dans ma famille, donc c'est des Bourguignons qui sont partis en Algérie, et à l'époque en Algérie en 1850, il y en avait 1 sur 10 qui survivait à cause de la malaria. Et à force de drames, à force de décès, tout simplement, ils se sont réunis à plusieurs familles pour creuser un tunnel sous le Sahel et assécher, drainer la mitidja. Et comme par hasard, tu le sais, bien drainer un terroir, c'est une clé puissante quand tu es un vigneron intelligent, quand tu es un professionnel qui a du talent. Bref, ils se sont retrouvés sur de merveilleux terroirs extraordinairement abondants au moment où, ailleurs, les vignes étaient en train de mourir du phylloxéra. Bref, mon père qui s'appelle Lionel Fèvre, avec une récolte payée en France dès 1952, tu vois, 10 ans avant l'indépendance, a acheté 600 hectares en Corbière. À l'époque, il y avait 50 hectares plantés en hybride qui servaient à faire du vermouth, tu vois, et on pensait que les hybrides c'était le futur. Bref, pour te la faire courte, il a racheté les hybrides, il a replanté Merlot, Syrah, Grenache, Marsanne, Roussanne. Il a bien sûr gardé les vieux Carignans, il a replanté les manquants des vieux Carignans, et il s'est fait 125 hectares magnifiquement drainés sur des coteaux, entourés de 500 hectares de garrigues sur le merveilleux terroir de Boutenac avec une fantastique surface écologique de compensation. Il a toujours refusé d'y mettre des produits chimiques de synthèse, et ça a fait de lui un des tout premiers vignerons bio de France dès que le label européen est sorti en 1989. Et quand je te dis qu'on est en avance dans la famille, c'est qu'à un moment donné, avec le recul du temps, en regardant dans le passé, il y a des éléments qui le montrent. Donc, mon père a été aussi un des tout premiers à mettre du vin en bouteille en Languedoc, du vin en bouteille à la propriété et à l'exporter en direct. C'était son copain d'armée, Gabriel Dulon, qui lui envoyait des bouteilles vides et des bouchons depuis Bordeaux parce que tu n'en trouvais pas à l'époque en Languedoc. Bref, tu vois qu'on est des pionniers, que l'on anticipe naturellement le futur dans ma famille et que c'est réellement du vécu. Je veux ici, parce que je pourrais t'en parler des heures, mais je veux vraiment faire court. Pour ma part, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai étudié le commerce international et le marketing, alors qu'à l'époque, le mot vin et marketing, tu ne mettais pas ensemble. Je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait en Asie, à Taïwan, parce qu'à l'époque, la Chine était fermée. Et quand Pierre Gagnère avait des difficultés en Bretagne, pour ceux qui s'en souviennent, on l'a embarqué au Japon dans des wine dinners, et avec Asahi, on a créé le marché des vins bio au Japon en montrant qu'un vin bio, ça pouvait être haut de gamme et délicieux. Bref, j'ai une belle carrière à l'export en vendant des centaines de milliers de bouteilles toute seule, et puis après, plus de 10 millions de bouteilles en équipe. Ça m'a toujours amusé, cette vente de vin, et surtout les rouages pour vendre du vin. En m'amusant toujours, j'ai créé Solus avec Pierre Le Tan. C'est le premier vin bio qui est hors de prix, je ne te donne pas son prix officiel ici, mais c'était bien avant les grandes cuvées très chères de Gérard Bertrand. Gérard, que j'ai aidé quand il a racheté l'Hospitalet, je l'ai aidé à quoi ? Ma spécialité, à bien structurer sa signature selon son identité profonde, précieuse et unique, et sa segmentation de l'offre. Et à l'époque, ces acheteurs allemands me remerciaient dans les allées de Vigny Sud. Tu sais, à l'époque, il y avait des salons, tu vois, tu te souviens de Vigny Sud. Bref, ça va être trop long. Je coupe, je te ferai une vidéo à part sur ma vie dans le monde du vin. J'ai des anecdotes et plein d'histoires très drôles. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Voilà, mais pour rester sur mon sujet, pour rester sur
le no-tourisme. Ce que je te propose, c'est d'échanger plus avant, parce que le futur, ça nous concerne tous en ce moment. On voit bien qu'on vit une période historique. Le futur immédiat de l'inotourisme, selon ta situation, c'est très spécifique. Il faut qu'on échange, en fait. Je peux te recommander des outils complémentaires et je peux surtout te faire gagner un temps précieux en arrêtant de bricoler, par exemple, sur des emailing à l'ancienne mode, parce qu'il y a d'autres façons aujourd'hui. Tu peux garder de l'emailing, mais il y a vraiment des outils qui sont incroyables et que peu de vignerons connaissent. La période est historique. Pour passer le cap, on a intérêt à se rassembler, à discuter entre professionnels avec intelligence et bienveillance, bien sûr. Le lien vers mon agenda est ici. Je libère un peu de temps chaque semaine pour ce thème-là. Donc, tu l'as aussi en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Like, commente, partage à un ami vigneron. J'espère t'avoir transmis les bonnes informations pour anticiper toi aussi le futur du vignoble dans la nouvelle économie du vin. Jingle! Merci d'être encore là, merci. Alors, quand certains, je le vois, sont timides pour prendre rendez-vous, laisser un commentaire ou n'ont peut-être pas de chaîne YouTube, c'est pas grave, il y a toujours moyen de communiquer. Donc, tu sais, le monde est devenu si rude qu'on a de toute façon besoin d'échanger et de se rassembler. Je te rajoute en description le lien vers mon 3e livre, 20 astuces pour mieux vendre son vin. C'est un format papier, livré chez toi, gracieusement. Je t'offre même les frais de port. Comme ça, tu vois bien que je suis un expert aussi en logistique. Je te l'offre dans la mesure où tu es un vrai vigneron avec une vraie adresse, évidemment. Voilà, allez, on va pouvoir goûter ce délicieux vin. Je t'en dis plus tout de suite. Alors, on goûte ce grand vin blanc. Tu vois, il n'en reste pas beaucoup, j'ai déjà pas mal goûté. Dans un magnifique verre Zalto. Si tu ne connais pas, je te recommande. Donc, c'est un Michelas Saint-James, si je prononce bien, en Saint-Joseph Sainte-Épine, un 100% Marsanne, délicieux. Donc on est vraiment sur une Marsanne parfaitement maîtrisée, à la fois dans sa puissance, sa finesse, mais également, si tu veux, parce qu'on est quand même à 14 degrés, donc c'est quand même, tu vois, pour un vin blanc, ça envoie, mais en même temps, ça reste très élégant, très vif, et évidemment, du coup, ça te porte sur une longueur en bouche absolument délicieuse. Donc, Michelas Saint-James maîtrise la Marsanne, c'est clair. Ils ont refait leur packaging il n'y a pas longtemps, te mets l'étiquette ici. Donc, tu as vu, il y a un gaufrage, c'est sobre, c'est très bien. J'aime beaucoup aussi la façon dont ils gèrent l'équilibre et la cohérence visuelle entre la capsule et l'étiquette. C'est une famille qui est arrivée en 1961, c'est la 2e génération, mais tu vois, quelquefois quand on n'est pas du cru, le fait d'avoir le handicap de devoir s'adapter, ok, on doit s'adapter, mais on gagne du temps sur les autres en se modernisant plus vite. Et souvent, tu sais, quand tu as un nouveau venu qui arrive, il est critiqué par les gens du terroir, et puis quelques années après, voire quelques décennies après, tu t'aperçois que finalement, il s'en sort pas si mal, dans la mesure, bien sûr, où il a fait l'effort de s'adapter et de comprendre, et d'amener quelque chose de neuf, surtout sur ces terroirs. Voilà, donc au niveau du prix, souvent je dis que c'est pas assez cher. Là, c'est parfaitement bien positionné. Donc rien à dire, juste j'offre un coaching à cette nouvelle génération de vignerons parce que je pense que c'est la 2e génération pour vendre en direct avec une telle maîtrise, en direct bien sûr à Londres ou à Berlin ou à Düsseldorf ou Hong Kong parce que ça s'impose là. Vu la maîtrise du reste, il faut passer à l'étape suivante. À très vite, cheers!